Bienvenue à tous à votre rendez-vous emploi et carrière. C'est sur Business 24 Africa pour ce énième numéro. Je suis toujours en compagnie de M. Kuyo André qui va vous entretenir tout au long de cette émission. Ne quittez pas, on revient après le jingle. Voilà, de retour sur ce plateau. Comme je vous le disais, je suis encore en compagnie de M. André Kuyo. Il est notre consultant. M. André Kuyo, bonjour. Bonjour, madame. Merci encore d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, nous démarrons tout de suite avec notre première rubrique. Il s'agit de « Je veux un job ». Alors, je veux un job de ce jour aborde les stratégies pour trouver un emploi. Quelle est la stratégie à mettre en place pour trouver un emploi? C'est la question que nous posons à notre consultant. André Kuyo, vous avez la parole. Merci pour la question. Je vous en prie. En fait, la plupart des gens se posent des questions. Comment trouver un emploi? Parce que maintenant, on constate que le marché de l'emploi est beaucoup plus rétréci et donc c'est difficile de s'insérer. Alors, est-ce ceux qui sont les mieux formés ou les plus compétents qui trouvent un emploi ou qui trouvent un emploi? En réalité, il y a ceux, entre guillemets, les débrouillards, c'est-à-dire ceux qui savent chercher, qui trouvent un emploi. Alors, nous avons identifié parmi plusieurs stratégies, nous en avons identifié 5 pour aller pour être plus concis et être efficace. La première stratégie, c'est l'organisation, en fait. Chercher du boulot, c'est comme si vous partez au travail tous les matins. Et donc, il faut planifier. Comment trouver un emploi? La première planification, le premier point, c'est donc être organisé. Et dans l'organisation, cela veut dire quoi? Il faut identifier les entreprises qui sont susceptibles d'utiliser les compétences. Lorsqu'il prend un comptable, il doit identifier les entreprises dans lesquelles il peut utiliser pour travailler. Si vous êtes secrétaire, il y a les entreprises. Vous êtes journaliste, il y a les entreprises. Donc, évidemment, en fonction de vos compétences, vous devez être capable d'identifier, faire une liste peut-être qui n'est pas exhaustive, mais une liste des entreprises susceptibles de vous recruter. Parce que aller chercher du travail, c'est donc comme vous travaillez. Et là, je vais peut-être profiter pour lancer un appel aux parents. Très souvent, les parents payent très cher les écoles pour leurs enfants, mais après, lorsque les enfants ont le master ou bien la licence, les parents baissent les bras parce que peut-être ils ont trop dépensé ou ils pensent que l'enfant est assez grand pour se prendre en charge. Or, il faut un budget. Parce que chercher du boulot nécessite un budget aussi, un budget comme si l'enfant partait toujours à l'école. Il faut qu'il s'habille. Cette fois-ci, il ne peut plus prendre les tenues de l'école pour aller, donc il faut qu'il s'habille. Il faut qu'il emprunte les taxis ou bien les moyens de transport, mais il faut aussi qu'il mange où il va. Donc, il y a un budget à concevoir. Mais en même temps, il faut que l'enfant conçoive les supports de communication pour trouver un emploi. Il faut qu'il fasse les CV, les lettres de motivation, tout ça. Et tout ceci nécessite de l'argent. Et donc, l'enfant doit être dans l'organisation, c'est tout ça. Si on n'a pas de l'organisation. De sorte à ce qu'on ait un petit budget, on met à la disposition de l'enfant pour qu'il soit efficace sur le marché de l'emploi, pour que l'enfant soit capable d'identifier les entreprises susceptibles de l'employer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est explorer le marché caché. La plupart des demandeurs d'emploi se focalisent sur les marchés, les emplois qui paraissent dans les journaux à grand tirage ou bien sur Internet. Mais ils oublient, en Afrique, on a peut-être les statistiques ne sont pas trop fiables, mais ailleurs, plus de 70 à 80% des emplois que les gens trouvent sont sur le marché qu'on appelle les marchés cachés. C'est-à-dire les marchés cachés, c'est comment? En Côte d'Ivoire, par exemple, on a des entreprises, des grosses entreprises en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais fait d'appel à candidature, mais qui recrutent les gens. Comment ces entreprises font? C'est-à-dire que les gens font de bouche à oreille. Donc, il faut être à l'écoute de ce marché-là. Il faut parler aux parents, il faut avoir les amis, il faut déjà voir au-delà. Après avoir lu les journaux et tout ça, c'est bien, mais il faut voir les amis, les connaissances, il faut être à l'écoute, il faut s'informer pour voir quelles sont les entreprises qui recrutent. Et donc ça, c'est le marché pour aller vite. Et ensuite, les étudiants, la plupart du temps, ils ne sont pas réalistes en fait. Vous voulez travailler, c'est le troisième point, être réaliste. Être réaliste, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut être souple. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est difficile. Très souvent, on constate que la plupart des jeunes, lorsqu'ils ont un emploi, le salaire ne suit pas par rapport à leur niveau. Donc, ils sont souvent démotivés. Ils sont pas contents. Mais en réalité, ils oublient qu'il y a
des millions de jeunes qui sont sur, entre guillemets, le carreau, qui ne travaillent pas, et donc ils sont prêts à récupérer ces boulots-là. Donc lorsque vous avez déjà un travail, la dernière fois on en a parlé, il faut faire l'effort de faire tes preuves sur le marché. En faisant tes preuves, mais évidemment, si le patron après 5 à 6 ans ou 10 ans, mais il ne reconnaît pas tes valeurs, et je vous l'assure, il y a les débauchages. Et aujourd'hui, la plupart de ces téléphones mobiles le savent. Les gens débauchent les gens. Aujourd'hui, il y a donc, il faut dans un premier temps apprendre le travail. Et quand tu as appris le travail, mais évidemment, tu peux avoir le salaire conséquent. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'emploi, qui est à la recherche d'un premier emploi, est-ce que être souple s'adapte à lui? Oui, mais c'est à lui que ça s'adapte en fait. Parce que mais les gens, lorsqu'on va peut-être parler, on a déjà parlé dans les émissions antérieures de la prestation salariale, mais quelqu'un qui veut chercher un emploi, et un emploi, il sait qu'il a un métier qui n'est pas un métier rare. Et puis, comme il est un master 2, il demande 1 million. Mais ça veut dire qu'il n'est pas à l'écoute du marché de l'emploi. Parce qu'il y a le master 2 pour une secrétaire, il y a le master 2, il y a le master pour un comptable. Je ne suis pas sûr qu'une entreprise en Côte d'Ivoire ou en Afrique soit prête à te payer 1 million alors que tu n'as pas d'expérience. Et les jeunes se focalisent là-dessus. Être souple, cela veut dire quoi? Il ne faut pas trier l'emploi. Il faut faire l'emploi qui est à ta disposition et ensuite, lorsque tu deviens plus outillé, mais tu peux t'insérer. Donc ceux qui n'ont pas d'emploi, mais ça s'adresse davantage à eux, plus que ceux qui sont même en activité. Voilà, donc ça s'adapte à tout le monde. Là, moi, je parlais d'une personne qui n'a jamais eu l'opportunité, parce que tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit, on acquiert des expériences, et quand on a des expériences, on va les vendre. Donc, il faut être souple dans la recherche d'emploi. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'emploi, qui cherche une première expérience dans une entreprise, il fait comment pour être souple? Non, être souple, c'est être réaliste en fait. Ça, je vous dis, j'ai fait le recrutement pratiquement depuis 20 ans, mais la plupart des jeunes qu'on recrute ou bien qui viennent en entretien, ils sont recalés parce qu'ils ont du mal à se vendre. Lorsque vous êtes en quête d'emploi, vous vous comportez comme un produit qui se vend. Mais il y a un patron qui dit souvent qu'il y a des gens qui ont l'argent pour rouler dans une R4 et puis ils veulent avoir une Mercedes. C'est une publicité peut-être gratuite, mais en fait, quand vous sortez de l'université, vous avez quelles compétences pour exiger qu'on vous paye? Alors que on va vous donner un boulot à faire en 1 minute ou bien en 1 heure, vous allez faire 5 heures là-dessus. Mais l'entreprise vous forme. Si bien qu'aujourd'hui, les gens préfèrent passer par le débauchage pour éviter cette période de formation. Est-ce à dire que quand on vient de l'université, on n'a pas droit à un salaire dans une entreprise? Non, on a droit à un salaire, mais il faut pas. Non, on a droit à un salaire, mais il ne faut pas demander des salaires des cadres supérieurs et extrêmement compétents. C'est pourquoi je prends très souvent le cas du management sportif. Vous posez des questions qui sont intéressantes, mais il prend le cas du management sportif. Un joueur qui sort d'une équipe, j'allais dire une équipe, je sais pas moi, de mon village, voilà. Mais il ne peut pas aller prétendre jouer à Real de Madrid avec le salaire de Ronaldo. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, quelles que soient ses compétences, parce que lui, est-ce qu'il va faire le résultat? Donc il faut apprendre. Et c'est ça, le management sportif, moi je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les autres parce qu'on paye le juste prix. Si tu produis le résultat, tu as les moyens, on te donne les moyens, il y a les publicités, on dit, il y a un jeu, 82 milliards d'euros. Mais l'aide des sportifs le mieux payé du monde. Ça, pour y arriver, mais c'est le travail. Or, très souvent, les jeunes, ils veulent arriver à ce stade-là alors qu'ils n'ont pas encore fait le cheminement. Ils ne sont pas productifs immédiatement. Donc, il faut accepter d'apprendre, de prendre des coups. Je suis désolé de le dire, souvent ça choque les jeunes, mais il faut qu'on leur parle la vérité. Parce qu'on dit les entreprises, croyez-moi, il y a 212 universités et grandes écoles en Côte d'Ivoire. Et les diplômés, ils sortent par milliers. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui a un BTS en gestion commerciale, lorsque vous faites un appel à candidature, croyez-moi, mais vous allez vous retrouver en une seule journée. Moi, j'ai fait sur ma page Facebook, mais en une seule journée, il y a 200-300 personnes. Donc, ce n'est pas des emplois qui sont recherchés. L'entreprise prend 10 personnes, vous avez 300. Mais l'entreprise a le loisir de vous fixer le prix qu'il veut. Je vous dis, le diplôme se comporte comme n'importe quel produit sur le marché. Lorsque vous êtes vous partez au marché, lorsque vous avez beaucoup de tomates, ça coûte moins cher. Lorsqu'il n'y a pas de tomates,
on peut vous vendre 2 tomates à 500 ou à 1000 francs. C'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça les diplômes se comportent. Donc si vous êtes dans un secteur d'activité où le diplôme n'est pas un diplôme recherché, mais soyez souple pour vous insérer. Et lorsque vous allez vendre, lorsque vous allez vous vendre, lorsque vous allez faire preuve, mais évidemment le salaire va suivre parce que le chef d'entreprise sait que si il ne vous valorise pas, mais il va vous former et puis quelqu'un d'autre qui n'a pas fait la formation va vous débaucher. Et c'est une perte pour les entreprises le savent. Donc, en réalité, les jeunes sont pressés, il y a être guillemets pour rien, qu'ils prennent le temps d'apprendre. C'est ce que je vous dis. Donc, il faut être réaliste, il faut être souple. Ça ne veut pas dire, il résume, que celui qui sort de l'université n'a pas, ou bien des grandes écoles, n'a pas le droit d'avoir un salaire. Non, son salaire ne peut pas être aussi consistant que l'ancien qui est là depuis 5 ou 10 ans, même à la fonction publique. Est-ce que l'ancien, c'est pas parce qu'il bénéficie quelque part de l'ancienneté qui fait que son salaire est plus consistant que le débutant? Mais vous avez tout compris. Mais c'est ça, justement. Parce qu'il est ancien, parce qu'il est productif, mais parce qu'il est plus utile. Être ancien, je pense que être ancien aussi ne veut pas dire qu'on est plus fourni que l'autre, on a plus d'expérience, on est plus productif que l'autre. Voilà, je peux être novice, je peux être nouveau dans l'entreprise, mais j'apporte plus d'expérience, plus de connaissances que l'ancien qui est là. Oui, non. La fois on a déjà parlé de cela dans la précédente émission, en fait. L'ancien, s'il ne fait aucun effort, mais ce n'est pas parce qu'il a fait 20 ans dans l'entreprise qu'il est compétent. Tout à fait. Il faut un ancien. Quand il dit un ancien, non, ce n'est pas d'un ancien, c'est quelqu'un qui a compris ses faiblesses et qui se donne les moyens de les combler. Aujourd'hui, il y a le fonds de développement de la formation professionnelle, il y a les réunions d'entreprise, il y a les séminaires, il y a la pratique. Mais celui qui a ces pratiques-là, il est différent de celui qui sort de l'école, même s'il a une mention honorable. C'est ça. Mais il faut que la personne accepte de se former. Lorsqu'il est assis, elle est assise là, parce que je suis ancien, mais c'est pas... Dans les entreprises privées, moi, j'ai fonctionné dans les PME pendant longtemps, mais les entreprises, les PME, ce n'est pas l'ancienneté forcément, mais un ancien productif. Voilà. Il ne peut pas avoir le même salaire qu'un nouveau qui arrive, même avec son bac plus 10, si vous voulez. Tout à fait. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Alors, je pense que dans les stratégies, il y a encore d'autres points que nous n'avons pas encore abordés. Oui, il y a le point 4. Ok. J'espère que vous êtes convaincu et j'ai convaincu les téléspectateurs. Non, je ne suis pas totalement convaincu, mais nous avons besoin, pour des raisons de temps, d'avancer. Mais il faut poser la question, on n'est pas obligé de terminer. Hein. Mais je veux dire, maîtriser les outils de recherche d'emploi, il faut donc savoir faire un CV. Il faut savoir faire l'aide de motivation. Il faut réagir de façon efficace et efficiente à la question de la prétention salariale. Voilà. Donc, ce sont ces genres de choses. Il faut les maîtriser déjà. Donc, le point 4, déjà, il faut savoir maîtriser les outils de recherche d'emploi. Ce n'est pas parce que tu as un bon niveau. Moi, je dis déjà que le niveau, quand ils font une lettre de motivation, mais en réalité, c'est beaucoup plus une lettre de démotivation qu'une lettre de motivation parce qu'on ne va pas l'appeler. Si une lettre, il ne se va pas bien, il ne se connaît pas, il prend ça sur le net et il fait du copier-coller. Il dit, moi, je suis rigoureux. On dit, qu'est-ce que la rigueur? Dans quel domaine tu utilises la rigueur? Il dit, moi, je suis discipliné. Et puis, il arrive en retard à l'entreprise. Je suis organisé. On lui pose des questions. Tout est ton sac. Il fouille le sac, tout tombe. Mais à quoi il est organisé? Quand tu es organisé, on doit le savoir dans ton habillement, on doit le savoir dans ta démarche. Même quand on demande t'asseoir, on doit savoir que tu es vraiment organisé. Mais un homme qui arrive, ou bien une dame qui arrive dans une entreprise, il s'assoit. Je vais vous dire une chose. On a fait un recrutement pour le compte d'un hôtel un jour. Un DGA, le promoteur voulait recruter un DGA. Et puis le monsieur arrive tout bien habillé, il rentre dans le bureau, il s'assoit dans un fauteuil. Et moi, le DG lui demande, mais qui vous a demandé de vous asseoir dans ce fauteuil-là? Il se lève. Et il s'assoit ailleurs. On lui demande, mais pourquoi vous asseyez? Il se lève encore. Mais de vous à moi. Un DG comme ça, c'est qu'on peut le prendre. Il manque de personnalité. À vous sourire, mais c'est ça. Et alors qu'il a mis dans son CV, je suis organisé, je suis discipliné, je suis rigoureux, mais lui-même dans son comportement manque de rigueur. Si on lui donne la voiture, il ne va pas faire les vidanges, il va casser le moteur. C'est ce que le chef d'entreprise dit, parce que recruter, c'est prendre un risque. Et aucun chef d'entreprise n'a envie de prendre les risques. Donc on prend des risques calculés. C'est pourquoi on fait tout ça. On prend les risques calculés. Donc il faut maîtriser les CV
les lettres de motivation et répondre aux questions. Et le dernier point... Alors, avant d'arriver au dernier point, entre griffes, hein, si on peut se le permettre, voilà. Quelle est cette lettre de motivation, ou bien ce CV-là, qui est capable d'accrocher un recruteur? Ah, mais ça, c'est un grand point. Faire les CV gagnants, on en avait déjà parlé dans les premières émissions, mais il y a plusieurs CV sur le net. Mais est-ce que ces CV-là, ça veut dire qu'un CV, c'est un curriculum vitae. C'est un mot latin qui veut dire le parcours de la vie. Donc, vous retracez votre vie. Si vous avez 25 ans, mais depuis votre naissance jusqu'à 25 ans, c'est un livre. Mais il faut pourtant retracer ce livre-là sur une seule page. Donc, quelles sont les idées qui vous vendent, que vous allez mettre sur le CV? Ce n'est pas... Il y a d'autres qui ont fait plusieurs niveaux de formation. Ils ont fait la communication, ils ont fait le droit, ils ont fait... Alors, lorsque vous venez travailler dans une entreprise de juridique, est-ce qu'il faut mettre la communication avant? Alors, quelles sont les différentes compétences? Est-ce que vous avez des compétences que vous n'avez pas encore travaillé? Non, il y a un certain nombre de boulots qu'il faut faire. Mais là, franchement, c'est encore une autre... Si vous voulez... C'était juste une parenthèse. Si vous voulez, on va y revenir après parce que c'est très compliqué. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je vous laisse avancer. Voilà, nous sommes là pour ça. Et donc, si les téléspectateurs le demandent, on peut reprendre l'émission. Et donc, le dernier point que j'ai trouvé pour eux, c'est bien préparer son entretien. C'est-à-dire, il y a un comportement à avoir avant l'entretien d'embauche. Pendant l'entretien, il y a un comportement à avoir, et après l'entretien, il y a un comportement à avoir. Très souvent, les gens viennent, quand on ne les appelle pas, ils ne font plus la suite. Donc, il y a un comportement à avoir, et tout ceci qui vous rend très efficace sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc, les 5 points qu'on a donnés, il faut que les gens expérimentent, et puis ils vont nous appeler pour dire que ça a marché. Et nous sommes là. Ça n'a pas marché, on est là. On est là, ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'était là les grandes lignes de notre première rubrique. Nous passons à présent à notre seconde rubrique. Voilà, pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez Emploi et Carrière. Et dans Emploi et Carrière, la seconde rubrique est réservée à un jeu concours. Je laisse la place à notre consultant pour vous le présenter. André Kyo. Oui, merci. On avait déjà lancé le jeu concours depuis la semaine dernière. Nous insistons là-dessus et les spots vont passer. Donc, nous demandons à tous ceux qui nous ont déjà envoyé des messages par mail ou par SMS de regarder Binel 24, bien sûr, et de suivre et de répondre aux questions. Et donc, nous rappelons que nous avons des bouts d'études. Ça, c'est le premier lot. Le deuxième lot, c'est des stages. Le troisième lot, c'est des tablettes dernière génération, en tout cas. Et puis, il y a des lots intermédiaires, des lots de consolation, comme des bons d'achat. Voilà. Et donc, tout le monde, il rappelle que tout le monde peut jouer. Les parents peuvent jouer pour donner les bourses à leurs enfants ou les stages à leurs enfants. Mais les jeunes aussi qui sont en terminale peuvent jouer pour voir pour avoir peut-être, j'allais dire, des bouts d'études pour rentrer dans les grandes écoles sérieuses. Et nous allons donc profiter pour remercier ceux qui nous ont donné ces bourses-là. Il y a le groupe EDEC, Abidjan, Daloa, San Pedro, Yamoussoukro, qui nous a donné des bouts d'études. Il y a une entreprise Smart Boutique qui nous donne les tablettes Ferromobile, qui sont des tablettes de dernière génération, qui est offerte, des tablettes donc, qui sont offertes par une jeune entreprise, une start-up ivoirienne, donc une jeune entreprise, mais qui représente une grosse marque, et donc qui nous donne. Et puis il y a d'autres sociétés comme CDC qui nous donnent les prix, les bouts d'études et les bons d'achat. Bref, donc on a beaucoup de prix pour certaines écoles que nous n'avons pas annoncé, mais il y a beaucoup de prix. Et donc nous lançons, et chaque semaine, on aura un gagnant qui viendra prendre son prix à l'antenne ici. Certainement, c'est vous qui allez leur donner, ils auront donc, j'allais dire, le privilège de faire une bise à Madame Sandrine, si elle le permet, voilà. Et donc, voilà, à peu près ce que nous voulons donner. Et donc, nous leur lançons l'appel de continuer à jouer, et que d'ici, certainement, la fin du mois, nous allons faire le tirage au sort, qui est fait par une société qui est spécialisée dans le domaine. On nous a dit qu'il y en a 2 en Côte d'Ivoire, donc nous avons pris l'une des meilleures qui va le faire. Et donc, ce n'est pas un jeu, il y a même un huissier de justice qui va venir valider, certifier les jeux. Voilà, c'est ce qu'il pourrait dire.
Alors, voilà, je pense que tout a été dit, voilà. Alors, nous espérons que vous avez bien pris note, chers téléspectateurs, devant vos petits écrans. Sachez que le jeu, il est ouvert à tout le monde peut participer, tout le monde peut tenter sa chance de gagner, de remporter un prix à ce jeu concours lancé dans le cadre de notre émission Emploi et Carrière. Alors, sur ce, je vous invite à passer à notre troisième rubrique. Il s'agit de « Je veux créer mon entreprise ». Alors, je veux créer mon entreprise. Pour ce jour, aborde le terme « Le business plan est-il une garantie de réussite ?» André Cuyo, nous nous tournons vers vous. Merci. J'ai eu envie de dire oui et non en même temps. Ok, donc on vous écoute alors. Non, mais parce qu'un bon plan d'affaires, en principe, ça devrait garantir le succès. Tout à fait. Mais un plan d'affaires, c'est une boussole. Tout à l'heure, c'est une boussole. Et donc, qui dirige la boussole et comment il gère la boussole? Ce n'est un bon plan d'affaires, en principe, ça doit mener au succès. Mais un plan d'affaires, c'est comme une boussole. Donc, si je vais peut-être prendre l'exemple, avec votre permission, de deux chauffeurs qui viennent d'un voyage nocturne. Et le premier a un véhicule qui n'a pas de phare et le deuxième a une voiture qui a des phares. Le premier qui n'a pas de phare, mais il va rouler, mais il est certainement concentré qu'il va rouler doucement parce qu'il est capable, il est susceptible de faire à tout moment des sorties de route. Voilà, donc il serait imprudent de filer, donc il va rouler tout doucement. Il peut arriver à destination, mais avec beaucoup de difficultés, mais aussi il a beaucoup plus de chances que celui qui a les phares de faire une sortie de route, de faire une accident sur la route. Donc celui qui n'a pas un plan d'affaires, il est un peu comme celui-là qui conduit une voiture sans phare. Il peut arriver, mais avec beaucoup de difficultés, et peut-être que son arrivée, ça va être vraiment le fruit du hasard. Peut-être qu'il a beaucoup prié, c'est Dieu là, son Dieu l'a aidé. Mais celui qui a le plan d'affaires, qui a une voiture, c'est comme une voiture avec des phares. Donc il voit, il a la visibilité, il voit où il va. Donc en réalité, il peut rouler plus vite. Et il peut rouler plus vite parce qu'il est en sécurité. Et donc, il peut arriver plus vite à destination. Cela veut dire quoi? Celui qui crée une entreprise avec un plan d'affaires a beaucoup plus de chances de réussite que celui qui crée une entreprise sans plan d'affaires. Je ne veux pas dire que celui qui n'a pas de plan d'affaires ne réussit pas. Il réussit, mais sa réussite est beaucoup plus difficile que celui qui a un plan d'affaires. Mais je ne dis pas non plus, et c'est là qu'il y a la problématique, la question est posée. Je ne dis pas non plus que celui qui a un plan d'affaires, il réussit à tous les prix. Parce qu'on peut vous donner un plan d'affaires qui a été fait par les meilleurs cabinets. Mais qui conduit le plan d'affaires? Qui pilote? S'il ne respecte pas le recrutement, il recrute les gens, non pas parce qu'ils sont compétents, mais les gens parce qu'ils disent qu'il a une belle cravate, ou bien le plus beau. Donc il prend les gens sur les émotions, pas des critères objectifs, mais il a des fortes chances aussi, malgré son bon plan d'affaires, de faire une sortie de route. Mais on dit qu'un événement imprévu arrive à tous. Donc il peut avoir un plan, et puis il peut avoir un chamboulement. Il y a des tsunamis, il y a les tremblements de terre, peut-être qu'ils sont dans un pays instable, donc le pays a changé. Évidemment, il peut perdre beaucoup de choses. Donc le bon plan d'affaires, en fait, en réalité, donc la question qu'il faut poser, c'est comment optimiser son plan d'affaires. Tout à fait. C'est tout à fait, c'est la question que vous voulez poser. Moi. Bien sûr, bon, j'allais y arriver, mais bon. Je suis un enseignant, vous êtes devancé. Vous êtes devancé. Donc, en fait, c'est la question. Comment optimiser le plan d'affaires? Mais pour optimiser le plan d'affaires, mais il faut suivre, il faut respecter le plan d'affaires. Ce n'est pas parce qu'on a fait un bon plan d'affaires que tu vas penser que non, moi, mon plan d'affaires, c'est propre. J'ai une voiture avec tous les éléments, une nouvelle voiture, donc je ne peux jamais faire d'accident. Mais plus vous êtes sûr de vous, mieux les accidents arrivent. Donc un plan d'affaires, vous devrez optimiser le plan d'affaires. Comment? Déjà, il faut respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise. Il faut respecter le management stratégique, le management opérationnel. Recruter les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, ça c'est extrêmement important. Même s'ils sont jeunes et que j'insiste pour dire qu'un jeune ne devrait pas être trop accroché au ça, mais il faut prendre les jeunes compétents. Parce que il faut prendre les jeunes compétents, dynamiques, parce que très souvent, ils vont vous donner peut-être un secret. Quand on prend les jeunes, parce que les entreprises ne veulent pas payer trop cher. C'est tout.
Voilà, peut-être que les gens vont me tirer les oreilles, mais parce que... Est-ce là une bonne solution? Oui, on prend les jeunes, mais non. C'est pourquoi vous dites, chaque entreprise a sa politique. Quand vous prenez les jeunes, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir les résultats immédiats. Donc il faut aussi être patient par rapport aux erreurs qu'ils vont faire, par rapport à tous les atténuements, à toutes les hésitations. Si vous voulez aller très vite, vous procédez par débauchage, des gens qui ont un portefeuille client, si c'est des commerciaux, des gens qui savent faire un plan. Enfin, si vous prenez des gens comme ça, vous allez plus vite. Donc, le bon plan d'affaires, tout va dépendre de l'objectif de l'entreprise. Si l'entreprise a un objectif pour dire, moi, je vais atteindre le décollage dans 10 ans, mais là, le temps de prendre les gens, les former, les formater, leur donner la cuite d'entreprise pour que dans 10 ans, ils soient hyper opérationnels en gérant le minimum. S'il veut aller très vite, comme je prends souvent le cas de management sportif, mais s'il veut remporter la Coupe d'Afrique, la Coupe des Champions League, puis ça qui est la mode, mais il est obligé de prendre des gens qui sont déjà prêts, qui sont outillés, qui sont hyper opérationnels, avec un manager hyper opérationnel. Ce n'est pas compliqué. Quand vous regardez les matchs de football, c'est comme ça. Il y a des équipes qui sont en 3e division qui ne cherchent pas à aller en 1re division parce que ce n'est pas l'objectif. Ils font les jouer et les vendre. Donc une entreprise fonctionne comme ça. Donc une entreprise qui a un bon plan d'affaires peut échouer si elle ne respecte pas les règles de management. Si le promoteur ne suit pas les conseils d'un mentor, encore qu'il faut avoir un mentor, ce qui n'est pas totalement donné, mais il faut avoir un mentor qui peut vous coacher, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous suivre. Et donc si vous avez tous ces éléments-là, c'est sûr que votre réussite sera efficace et sera immédiat si vous avez évidemment un bon plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires, c'est une boussole, il faut la suivre. Alors André Kyo, est-ce que le respect strict des engagements du business plan garantisse forcément une réussite à votre entreprise? J'allais dire en principe sans me réfléchir. Parce qu'un plan d'affaires qui a été fait par des professionnels, on vous dit par exemple le plan marketing, tes clients se trouvent dans telle zone, il faut y aller. Si on dit que tes clients sont à Codier, tu vas prospecter au Togo, ou bien tu vas prospecter au Burkina, ou tu as dit que les clients pour l'entreprise sont dans telle zone, mais il faut aller là-bas, il faut respecter les clients, voilà leurs besoins. Donc, par exemple, vous faites un produit cosmétique, on dit c'est tel genre de femme qui a besoin de produits, et toi tu vas vendre aux femmes, on dit pas c'est fait pour les teints noirs, et tu vas vendre ça aux femmes au teint clair, mais si elles prennent ça va détériorer leur peau, mais elles vont dire que c'est pas un bon produit. Donc le produit a été fabriqué pour une texture de peau qu'il faut respecter, donc le plan d'affaires va te faire sortir tout ça. Si on dit par exemple tu veux vendre, je sais pas moi, une voiture, on dit voilà la catégorie socio-professionnelle qui peut acheter ce type de voiture. Mais tu sais dans quel quartier il faut aller pour vendre les voitures qui coûtent peut-être 40 millions? Tu ne l'as pas dans certains quartiers, c'est pas possible. Si tu vas là, peut-être tu vas trouver une personne sur 100 qui peut payer, mais tu vas perdre le temps. Mais si tu vas à la 7e tranche par exemple, mais à toutes les portes, tu vas te rendre compte que ces gens de personnes peuvent payer. Donc c'est à toi de te donner les moyens pour aller dans les quartiers, dans les zones où ça se trouve. Donc en respectant le plan d'affaires, et le plan d'affaires aussi, il y a un volet financier. On dit attention, voilà le salaire que tu dois avoir. Voilà les charges que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir tel type de voiture pour l'instant parce que tu viens de commencer. Mais si tu sautes, puis tu vas payer une voiture de 40 millions, alors quand tu as dit que ta voiture, ça doit coûter 5 millions, 6 millions ou bien 10 millions. Mais ça, c'est la faute à qui. Donc, en fait, le plan, si tu respectes de façon scrupuleuse, en principe, c'est pourquoi les banques, quand le plan d'affaires est bien fait, et les banques donnent plus facilement le financement. Mais en même temps, on évalue celui qui va gérer. Parce que celui qui va gérer n'est pas discipliné. Mais ça ne marchera pas. Donc, on peut faire un bon plan d'affaires. Il faut respecter le plan d'affaires. Il faut respecter. Si vous respectez, c'est sûr que vous allez réussir. Et maintenant, s'il y a des éléments naturels qui viennent chambouler, là, c'est des éléments hors de contrôle. S'il y a un coup d'état dans le pays, par exemple, c'est tout du bois. S'il y a un tsunami, s'il y a un tremblement de terre, par exemple, qui a complètement déstabilisé le territoire où tu es, évidemment, tu peux ne pas réussir. Mais là, c'est des éléments qui peuvent arriver peut-être une fois sur 1000. Est-ce que vous me suivez? Donc, en principe, vous avez posé une question sérieuse. Si vous respectez scrupuleusement le plan d'affaires, mais évidemment, votre réussite est beaucoup plus efficace et plus efficient. Ça, je peux le dire en regardant droit dans les yeux de ceux qui nous regardent. Alors voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Nous avons fait le tour de la question. Nous sommes partis de stratégie pour trouver un emploi. Nous avons lancé le jeu concours et enfin nous avons parlé du respect strict du business plan pour la réussite de notre entreprise. André Kyo, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ceci?
Oh, mais vous avez dit l'essentiel, et peut-être qu'au risque, je vais me répéter finalement, puis vous me passez la parole. Mais en principe, on a dit... votre dernier mot, oui. Hein, voilà. Non, mais le dernier mot, c'est qu'il y a 5 stratégies qu'on a proposées, d'autres peuvent 10 ou 15, nous avons trouvé les 5. Il faut que les jeunes respectent, c'est-à-dire s'organiser, explorer le marché caché, être souple. Ça, vous avez posé beaucoup de questions, mais être souple, ça, j'insiste là-dessus, être souple et être réaliste, ne pas se surestimer, ne pas se sous-estimer non plus. Cela ne veut pas dire que les jeunes, on doit les sous-payer, mais il faut qu'ils aient l'humilité d'accepter des salaires qui ne correspondent pas à leur niveau parce que les tâches sont dures. C'est discutable. Merci. Bien se préparer son entretien d'embauche. Et ensuite, on a ouvert le jeu. Le jeu, j'insiste franchement, nous avons, j'ai pratiquement les jeux ici, je l'ai peut-être dû montrer, mais les prix que nous avons offerts par les écoles dont EDEC. Nous avons une tablette ferromobile qui nous a été offerte par une start-up ivoirienne, Smart Boutique. Et nous avons donc des stages qui sont offerts par CDCI. Et donc nous avons CDCI, une grande surface qui représente plus de 149 pays, 149 représentations à Côte d'Ivoire ici. Donc c'est une grosse surface qui peut absorber des milliers de personnes. Donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et donc il faut que les candidats appellent en regardant évidemment Business 24, leur télé, parce que nous voulons faire l'entrepreneuriat social en aidant les jeunes, en aidant les parents. C'est ça l'objectif premier. Voilà. Et donc finalement, on a fini par dire que le plan d'affaires, c'est important, mais ce n'est pas une garantie de succès si le conducteur ne respecte pas les normes qui ont été dictées par le plan d'affaires. Voilà. Alors, je vous dis encore merci de nous avoir entretenus tout au long de cette émission. Je vous en prie. Alors, chers téléspectateurs, voilà, c'était votre émission Emploi et Carrière qui vous a été présentée par Sandrine Bamba en compagnie de M. André Kuyo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.